Il est 21h à Yaoundé et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Et nous nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. L'Afrique est au Qatar au compte de la Coupe du Monde 2022 avec 5 représentants, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana, le Maroc, qui pour le moment, seul représentant encore en course est qualifié pour les quarts de finale. Bonsoir à vous, messieurs. Tchétchémi, bonsoir. Bonsoir Sébastien, content de vous voir. En bonne santé. Votre dos, comment ça va? Ça va un tout petit peu. Mais on tient le coup, quoi, en fait. Merci. Bonsoir à vous, Magla Diop. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir également à vous, Seyd Dakouri. Bonsoir Sébastien. Kadeg Lavogui, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bon retour. Le Maroc, seul Africain en quart de finale, c'est le thème de ce numéro 42 de votre émission, troisième mi-temps. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Serge Dakouri. Le Sénégal, champion d'Afrique, qui s'arrête en huitième de finale, est-ce que c'est une déception pour vous? Grosse déception, mais je pense que l'adversité qu'a eu le Sénégal montre qu'il y a quand même une certaine logique dans le football. Parce que l'Angleterre, les Three Lions d'Angleterre sortent quand même finalistes de l'Euro récemment et demi-finalistes de la Coupe du Monde en 2018. Et une stabilité au niveau, avec Gary Southgate, sans oublier qu'aujourd'hui l'Angleterre a ce qu'on appelle les babies, une belle génération de jeunes joueurs qui sont talentueux, à l'image de Jude Bellingham, de Bukayo Saka, de Mason Mount et autres, c'est de la qualité. Quand on voit les performances réalisées par cette équipe, face à une équipe du Sénégal, on voit qu'il y a du très très haut niveau. Tout le monde sait que la Première Ligue aussi est aujourd'hui l'un des meilleurs championnats au monde. Dans ce match, il y a eu ce qu'on appelle une bataille tactique avec une naïveté, une inexpérience du Sénégal. Il y a le deuxième but d'Harry Kane qui est symptomatique de la bataille, de la naïveté. Tout le monde part à l'abordage sur une action et une récupération, on voit tous les Sénégalais qui sont complètement dépassés par les événements. Quand vous jouez une équipe européenne qui est disciplinée tactiquement, qui a du talent et autres, la moindre faute se paye cash. Et là, malgré le fait que Aliou Cissé soit sur le banc depuis longtemps, face à Gary Southgate, on a vu que le Sénégal n'a pas tenu tactiquement face à cette équipe. Sans oublier qu'il y a des attaquants, il y a des moments clés dans le football. Quand vous avez des attaquants qui n'arrivent pas à concrétiser des buts, comme Boulaye Dia, l'attaquant sénégalais, on a senti l'absence de Sadio Mané. Parce qu'un top player, à ces moments importants, fait la différence. On comprend pourquoi Villarreal a prêté à Torino, il ne joue pas souvent. Vous le mettez attaquant, nominal, sur le front de l'attaque pour le Sénégal, face aux Pays-Bas, il y a des occasions de but qu'on ne rate pas à ce niveau de la compétition. Sans oublier aussi le bricolage qu'il y a au sein de la fédération. On ne comprend pas qu'à des moments comme ça, la veille, il y a des problèmes de primes de match et tout. Chez les Européens, c'est déjà calé en avant 1 an, on anticipe. Donc, l'inexpérience, le folklore africain, ajouté à la naïveté tactique du Sénégal, face à l'Angleterre, on a vu les carences de nos équipes africaines. Voilà. D'accord. Alors, Kadeg Lavogui, vous êtes-vous surpris de la sortie du Sénégal? Non, parce que déjà sur les premiers matchs contre les Pays-Bas, on a tout de suite vu que l'écart était grand. Quand le Sénégal croise une équipe qui est d'un cran au-dessus, eh bien c'est très compliqué. La preuve, elle a battu le Qatar, elle a battu l'Équateur. Quand elle est tombée sur l'Équateur et le Qatar, quand elle est tombée sur l'Angleterre, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais on est à chaque fois, chaque 4 ans, on fait le même constat après le premier tour. C'est ce manque d'efficacité qu'ont les équipes africaines. Et c'est ça, c'est vraiment dommage parce que sur le match contre l'Angleterre, ça se joue à rien. Jusqu'à la 42e minute, ça se joue à rien. Le Sénégal est dans son match. Tactiquement, ils sont en place. Ils ont 2 occasions de but qui ne convertissent pas. Mais derrière, la seule occasion anglaise de la première période est convertie. Ça veut dire qu'ils font preuve d'une efficacité clinique, les Européens. Et c'est ça qui fait toute la différence. Sinon, quand vous prenez sur le papier, ce sont tous les mêmes joueurs. C'est vrai que le Sénégal, on peut lui trouver des excuses parce que vous avez un joueur comme Kalidou, mais Sadio, on savait déjà qu'il ne serait pas là. Le milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, qui pour moi est un joueur important qui a manqué. Et puis Sékou Kouyaté.
Parce que quand Cheikhou Kouyaté sort contre les Pays-Bas, c'est là que De Jong commence à jouer au ballon. C'est lui-même qui adresse le premier ballon à son attaquant qui ouvre le score. Mais quand ces joueurs-là ne sont pas là, toute la machine est enrayée. Donc pour moi, ça se joue à chaque fois à très peu. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut peut-être travailler, sur la dimension psychologique, quand on va à une compétition comme la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, les écarts sont réduits. Parce que vous prenez l'équipe du Sénégal, vous avez des joueurs qui évoluent au très très haut niveau. Prenez l'Angleterre, vous avez des joueurs qui évoluent au très très haut niveau. Donc très souvent, ils se croisent les week-ends en championnat et en Ligue des Champions. Donc pour moi, l'écart s'est réduit. Mais c'est maintenant avec quel état d'esprit, avec quelle concentration on se rend à ces rendez-vous-là. Voilà pour moi ce qui fait toute la différence. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana. On a vu comment le Ghana est sorti. Le Ghana avait... On va revenir au cas... Donc pour moi, ça s'est joué à très peu. Le Sénégal, pour moi, quand j'ai vu le premier match contre les Pays-Bas, je me suis dit, attention, quelque chose qu'il va falloir corriger. Contre le Qatar et contre l'Équateur, ce sont les adversaires qui étaient largement à la portée du Sénégal. Mais quand on a monté le curseur, on a vu que le Sénégal n'a pas réussi à tirer avantage de quelques occasions qu'elle a pu se créer en début de rencontre. Alors, Magloire Diop, vous avez suivi également cette équipe sénégalaise. Est-ce que vous êtes déçu de la prestation ou bien, logiquement, vous vous dites, bon, écoute, l'objectif est atteint? Moi, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de la participation sénégalaise. Je pense que le Sénégal est sorti au niveau où moi, je l'attendais. Je savais que ça allait être compliqué pour l'équipe du Sénégal. Ça, c'était clair. Déjà, même avec Sadio Mané, je me disais que maximum pour eux, c'était les quarts de finale. Et sans Sadio Mané, vu la composition de leur poule, je savais qu'ils allaient passer. Je l'ai pronostiqué. Je savais que le Sénégal avait le potentiel pour passer cette phase de poule. Maintenant, le problème allait se situer au niveau des huitièmes de finale. Et quand on arrive à ce niveau-là, on a besoin de ces armes fatales. Et le Sénégal, il y a un Sénégal avec Sadio Mané qui est beaucoup plus dans la percussion, qui fait beaucoup plus peur et qui peut faire la différence à tout moment, même quand il joue mal. On a vu à la CAN. Aujourd'hui, on se rend compte véritablement que cette CAN-là, il faut le reconnaître, c'est Sadio Mané qui fait la différence. Parce que quand le Sénégal était dans le dur, lors des 2 premiers matchs où le Sénégal était tenu pratiquement en échec, je crois qu'il y a un match où Sadio Mané a marqué un penalty voilà, dans le temps additionnel, dans les dernières secondes du match. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Et sans lui, c'est un peu difficile parce que le Sénégal n'a plus ce joueur-là qui fait la différence. Donc, il était clair que le Sénégal avait le potentiel pour passer la phase de poule, mais la marche était trop haute en huitième de finale, c'est d'autant plus que le Sénégal avait en face de lui l'équipe d'Angleterre. Maintenant, les raisons qui fondent vraiment l'échec, parce que Kader était en train de le dire, l'échec du Sénégal ressemble à l'échec de certaines autres équipes. Hein. Donc, bon, on relativise en parlant d'échec. On relativise parce que, pour moi, le Sénégal n'a pas à rougir de ce parcours-là. Il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas faire plus parce qu'il n'avait pas ce joueur-là qui pouvait là. Enlever Messi dans l'équipe d'Argentine, vous verrez que l'Argentine peut-être n'aurait même pas passé la phase de poule. C'est clair aujourd'hui que c'est Messi qui fait cette équipe, c'est clair, c'est net. Vous enlevez Mbappé dans l'équipe de France, on a vu face à la Tunisie, il a suffi d'enlever que joueur, c'était plus la même équipe de France. Donc quand on dit que Sadio Mané manque, mais on a des exemples précis qui sont là, sortez Messi de l'équipe d'Argentine et vous verrez comment cette équipe va jouer. Donc pour moi, le Sénégal a fait une bonne participation, mais la façon dont le vice-champion d'Europe a démonté notre champion d'Afrique doit nous faire réfléchir sur vraiment le gap qui nous sépare de ces sélections européennes. Quelle est votre réaction sur la sortie de cette formation, cette équipe du Sénégal? Moi, je suis un peu déçu de tout ce monde parce que ça fait 88 ans que ça dure. Depuis 1904. 34 ou 4? Depuis 1934. Date de la première participation d'une équipe africaine à la Coupe du Monde. C'était en Italie. Et depuis ce temps, l'Égypte, je précise que l'Égypte était sortie en 8e pendant cette compétition. Et depuis, rien n'a changé. 88 ans après, rien n'a changé. Rien. Prenez l'équipe du Sénégal. Tous les joueurs jouent en Europe. Ils jouent en Europe. Donc,
ils sont sensiblement au même niveau que les autres, leurs adversaires, quand ils ont joué l'Angleterre. Contre la Hollande, l'équipe du Sénégal rentre sur le terrain, mais déjà battue. Pourquoi? Dans la composition de l'équipe, ça se démontrait. Contre la Hollande, déjà. J'ai senti tout de suite que cette équipe n'allait pas aller quelque part. Parce que quand on a peur de l'adversaire, alors que l'adversaire lui-même a peur de vous, vous allez jouer contre la Hollande avec un seul attaquant en pointe. Oui, tu peux jouer avec un seul attaquant en pointe quand tu as Sadio Mané. Mais tu n'as pas Sadio Mané. Sadio Mané, son importance dans une attaque, c'est qu'il est capable de garder le ballon pour que ses milieux de terrain, ses latéraux montent pour venir en soutien. Mais le jeune qui était sur la pointe, Boulaye Dia, est-ce qu'il a cette capacité? Vous le mettez en pointe. Quand il a une longue balle de contre-attaque, il est seul. Alors que vous avez la possibilité de battre les Hollandais, si vous vous mettez à leur niveau. Ça m'a interpellé déjà. Ensuite, ils étaient donc obligés de cravacher dur. Après avoir été battus par les Pays-Bas, de cravacher dur pour battre l'Équateur, cravacher dur pour battre le Qatar, et où ça saute aux yeux l'élimination face à l'Angleterre, en l'absence de Gana Gueye. Écoutez, moi je trouvais cette équipe du Sénégal qui se voulait ambitieuse jouer finalement en 4-3-3. Mais c'est trop tard. Face à une équipe d'Angleterre qui en voulait terriblement. Voilà ce qui me choque. On a l'impression que nos équipes et nos pays qui nous représentent dans cette Coupe du Monde manquent d'ambition. Il ne s'agit plus de dire je vais pour arriver en huitième de finale, je vais pour arriver en quart de finale. Le Cameroun l'a fait en 90. Le Sénégal l'a fait en 2002. Et puis le Ghana en 2010. Le Ghana en 2010. Et même le Nigeria. Même le Nigeria. 94. Alors il faut arrêter un peu d'être moins ambitieux. Il faut arrêter un peu. On se contente de chercher quel est l'Africain qui a marqué le premier but en Coupe du Monde. Mais on n'est pas là pour ça. Sébastien. On est là, les gens vont pour gagner la Coupe du Monde. Il faut avancer vraiment. Il faut avancer. Les gens vont pour gagner la Coupe du Monde. Vous allez pour chercher qui a marqué le premier but de l'Afrique. Qui a marqué, combien de buts l'Afrique a marqué? Mais attention, il faut arrêter quand même. Sébastien. Voilà. Et le Cameroun qui s'impose face au Brésil. Pareil, c'est la fête. C'est la fête, c'est une satisfaction. Non, Vous êtes d'accord avec tout ça? Non, moi je dis que nos équipes africaines ne savent pas aborder le haut niveau. Voilà, on regrette par la suite. Regardez, quand tu parles du Sénégal, vous faites 0-0 avec les Pays-Bas jusqu'à la 86e minute. Vous avez un coach en face qui s'appelle Louis van Gaal, qui a coaché peut-être les plus grosses équipes. Barcelone, Bayern de Munich, Manchester et 70 ans. Vous vous appelez Aliou Cissé. Vous êtes à la 86e minute, vous faites 0-0 avec le Pays-Bas. Remarquez que les deux buts que le Sénégal prend, c'est dans les derniers instants. C'est là la culture Coupe du Monde. Sur des détails, vous perdez. Un manque de concentration, vous gagnez, vous pouvez au moins avoir un point. À 0-0 avec les Pays-Bas. Ça pouvait changer la donne pour le Sénégal par la suite. Vous prenez deux buts dans les derniers instants. C'est un manque de concentration. Pourquoi? Ils sont professionnels comme Aimé le dit. Mais nos coachs, quand ils les rassemblent, qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le message? On a 0-0. On joue à l'italienne, on perd le temps, on casse le rythme. Même si aujourd'hui les arrêts de jeu sont revenus, c'est vrai. Mais quand vous avez Kalidou Koulibaly, vous avez Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly, un des meilleurs défenseurs au monde. Il a régné 8 ans à Naples, venu à Chelsea. Quand vous avez Edouard Mendy, élu meilleur gardien FIFA. Mais attendez, vous jouez contre une équipe quand même qui a une culture de jeu qu'on connaît. Les Pays-Bas, c'est eux qui ont inventé ce 4-3-3 avec le Rinus Michel aujourd'hui qui est parti jusqu'à Barcelone. On les connaît, ils ont une manière de jouer. Eux-mêmes, ils doutaient. Mais vous avez 0-0 à la 86e minute. C'est ce qu'on appelle gérer la culture Coupe du Monde. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Vous parlez du Cameroun qui se satisfait d'une victoire contre le Brésil. Mais la Coupe du Monde commence dès le match contre la Suisse. Contre la Suisse, vous avez des occasions en première mi-temps avec Karl Toko Ekambi, avec les autres. Vous n'arrivez pas à marquer. Après, la Suisse vous met un seul but par un Camerounais d'origine qui s'appelle Brian Mbolo, qui est de naturalisé suisse et qui vous tue.
Mais c'est là où on voit nos manques de concentration et nos manques de lecture tactique avec nos entraîneurs. C'est la seule Coupe du Monde où on vient avec des entraîneurs locaux. Aliou Cissé, Rigobert Song, Jalal Kadri, Walid Regragui, Otto Addo. La première fois, mais ils ont toujours un sorcier blanc à côté qui donne... Rigobert Song, il y a Migné, Sébastien Migné qui est à côté de lui. Pourquoi, en début de compétition, on n'est pas concentré? Et on paye cash par la suite, on est obligé de cravacher. C'est pour dire que on a un manque d'ambition. On a un manque de concentration quand on joue le haut niveau, parce que là, c'est un combat d'échecs. La moindre erreur se paye. Donc, quand vous voyez fatalement que nous tombons à ce niveau, c'est parce qu'on n'est pas concentré. C'est parce qu'on n'a pas une culture tactique qui nous permet... Parce que quand vous dites on fait jeu égal jusqu'à un certain... Mais un jeu égal, il faut le faire jusqu'à la 90e minute. Il ne faut pas faire jeu égal pendant une mi-temps. Pourquoi vous faites jeu égal jusqu'à la 86e et de la 86e à la fin du mois, vous prenez 2-0? Ça, c'est un manque d'expérience, c'est un manque de lucidité, c'est un manque de concentration. D'accord. Alors Kader Glavogui, le Cameroun qui se contente vraiment, je vois les gens fêter parce qu'on a gagné le Brésil. Non, et on est allé à une Coupe du Monde. Contrairement au Sénégal, je crois que le Cameroun était à sa place. Parce que quand vous regardez cette équipe-là jouer, non, dans les jeux, elle ne produit rien. Je suis désolé, mais elle ne produit pas de jeu. La nomination aujourd'hui, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Rigobert Song, tactiquement, ne peut pas apporter à cette équipe du Cameroun. On ne peut pas espérer grand-chose avec Rigobert Song. C'est un mec que vous pouvez mettre dans l'équipe pour parler aux jeunes, pour parler aux joueurs, en tant que psychologue, pour son expérience, pour son vécu. Mais lui, demander de faire un schéma tactique, demander au Cameroun de voler dans un schéma, je dis, comme on dit souvent, c'est la Côte d'Ivoire qui a permis au Cameroun d'être à cette Coupe du Monde, parce que cette équipe-là, pour moi, qu'on a battue ici et qu'on a tenue au Cameroun, pour moi, quand je la vois en Coupe du Monde, elle est loin des équipes camerounaises qu'on a vu évoluer, parce qu'il n'y a pas cette volonté d'aller vers l'avant, ce combat-là. C'est vrai qu'il y a ce match gagné contre le Brésil, mais après, on connaît les conditions. Pour moi, la faillite, elle est collective, c'est vrai, mais elle est surtout individuelle. Je vais revenir sur le Sénégal. Quand vous prenez le match contre les Pays-Bas, regardez un gardien comme Mendy, qu'on a présenté comme le meilleur gardien du monde. Mais il suffit, toutes les équipes qui sont qualifiées aujourd'hui, quand vous reprenez les matchs, vous avez les portiers qui font au moins 4 arrêts. Qui font 4 arrêts dans un match. Et ça permet à l'équipe d'avoir cette sérénité-là et d'avancer dans la compétition. Mais nous, on n'a pas connu ça. La seule équipe qui s'en sort aujourd'hui, c'est le Maroc. Mais parce que derrière, avec Yassine Bounou. Mais aujourd'hui, les équipes qui sont sorties, mais c'est ça aussi. La faillite, elle est cette collective, mais elle est individuelle parce que certains cadres n'ont pas répondu présent. Donc, Edouard Mendy, on attendait beaucoup de ce gardien-là. Moi, je n'en veux pas au défenseur Kalidou, parce que pour moi, il a fait un super mondial. Mais vous ne pouvez pas avoir 6 Kalidou dans une équipe. Mais pour moi, Edouard Mendy, sur ce mondial-là, il s'est carrément raté. D'accord, Magoula Diop pour le Cameroun. Bon, c'est vrai, le Cameroun est rentré dans l'histoire étant la première équipe africaine à battre le Brésil. C'est une victoire de prestige. C'est vrai, c'est un fait historique. Mais bon, la réalité est là, c'est que le Cameroun a pris le billet retour pour Yaoundé. C'est ça qui est la réalité et c'est ce qu'on déplore. Nous, en tant qu'analystes, on ne saurait vraiment... Excusez-moi, Samuel Meleto avait annoncé qu'il venait pour gagner la CAN. La Coupe du Monde, ouais, il avait annoncé au départ. D'accord, allez-y. Voilà, on ne saurait se satisfaire d'un tel parcours. Et là, le vrai problème, l'élimination du Cameroun, Dakouri avait ébauché cela, et puis il a sauté pour aller sur le Sénégal. C'est le match contre la Suisse. C'est le match. C'est tout. Cette défaite contre la Suisse, le Cameroun l'a payé cher au final. Fait la fin des comptes, oui. Et le deuxième match contre la Serbie, le Cameroun a fait preuve de ses insuffisances dont Kader a relevé certaines insuffisances que Kader a relevées. Contre la Serbie, le Cameroun menait 1-0. Et le Cameroun menait 1-0 jusqu'à pratiquement la fin de la première période. Mais il faut gérer les périodes. Il faut gérer les périodes. Quand on va vers la fin de la première, que vous menez, vous ne jouez plus dans les 15 dernières minutes comme vous jouez lors des 15 premières minutes. Non. Vous commencez à quand même durcir les jeux, à fermer les jeux. On n'ouvre plus les jeux. On n'ouvre plus les jeux. Mais là, le Cameroun, on a senti même que la Serbie allait égaliser parce que le Cameroun était complètement désorganisé. Et la Serbie a non seulement égalisé, mais est passée devant.
Ce sont ces 2 matchs-là que le Cameroun a manqué, pour diverses raisons, sur lesquelles je pense que vous voulez qu'on revienne plus tard. Mais pour diverses raisons qui ne sont pas seulement liées à la réalité du terrain. Mais là, comme nous parlons de la réalité du terrain, je dirais que Rigobert Song a commis des erreurs dans le choix des hommes. Il a commis des erreurs. Parce que c'est pour ça que la sélection nationale est différente du club. On se rend compte aujourd'hui qu'un joueur comme Vincent Aboubakar est plus utile au Cameroun que Choupo-Moting. C'est ça qui est la réalité. Ça fait mal. Ça fait mal à certains fans de Choupo qu'on dise cela. Mais c'est clair que dans l'équipe du Cameroun, le vrai attaquant, le plus doué, celui qui convient au jeu du Cameroun, c'est Vincent Aboubakar. Mais pas Choupo. Pas Choupo. Et Rigobert s'est trompé. Il s'est trompé aussi dans le choix de Karl Toko Ekambi, qui n'a pas été bon sur cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il faut mettre des gens qui ont envie de jouer. Et ça a vraiment manqué au Cameroun. Quand ils ont eu envie de jouer, ils sont allés battre le Brésil, mais pour rien. Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. D'accord. Et c'est vraiment dommage. D'accord. On va parler avec vous. Vous parlez juste un peu du Cameroun, mais en même temps, rebondir sur le Ghana. Oui, alors, sur le Cameroun, ce que je peux dire, c'est que leur Coupe du Monde, c'était face au Brésil, parce qu'ils tenaient vraiment à battre le Brésil. Mais je dis, ça suffit. On ne va pas à une Coupe du Monde pour battre une seule équipe. Voilà. Et l'entraîneur qui a manqué de lucidité. Vous avez 2 attaquants qui peuvent faire la différence à tout moment. Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. Et puis tu veux jouer avec un seul attaquant pour mettre l'autre. Et quand tu fais des remplacements, j'allais dire inappropriés. Mais utilise les 2 attaquants. Dans le premier match, tu as Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Il faut les utiliser tous les 2 et jouer en 4-4-2 avec des garçons comme, comment il s'appelle, Toko Ekambi et Mbomo. Tu peux les utiliser sur les côtés pour pouvoir alimenter. Les 2 jouent bien de la tête face à une équipe de Suisse. Bon, apparemment, ils étaient partis pour jouer contre le Brésil. Ils ont réussi leur Coupe du Monde et puis c'est bon comme ça. Maintenant, sur le Ghana, j'ai encore beaucoup de regrets parce que c'est une très belle équipe, cette équipe du Ghana. C'est vrai qu'elle est composée en majorité de binationaux et les 2 jeunes frères, Ayew sont presque trentenaires ou peut-être plus. Ils n'ont plus leur fraîcheur d'antan, mais beaucoup d'erreurs ont été commises aussi. Ils n'ont pas su travailler la compensation dans le milieu de terrain. Ils ont eu 3 pertes de balles au milieu de terrain. Qui ont été fatales. Hein? Qui ont été fatales. Ils ont pris 2 buts contre le Portugal. Et un autre but contre la Corée. Corée du Sud. Contre la Corée du Sud, certainement. Ouais. 3 pertes de balles, 3 buts. Mais parce qu'il n'y a pas eu de compensation des autres joueurs. Ça n'a pas été travaillé. D'accord. Et donc, c'est une équipe qui a de l'avenir, mais malheureusement, l'entraîneur, là, au dos à dos, a jeté l'éponge. Et c'est vraiment dommage. D'accord. Mais c'est juste un mot sur le Ghana. Et puis concernant le Ghana, il y a un problème. Au niveau de la défense. Le Ghana a pensé qu'il fallait forcément appeler le binational, qui est Mohamed Salissou, pour jouer avec Amarté. Les 2 jouent en Angleterre. Salissou a joué avec les jeunes d'Angleterre. Il n'a pas joué beaucoup de matchs à le Ghana. Ils ont rappelé 3 binationaux. 3. Ils ont rappelé Mohamed Salissou de Southampton, Tarek Lamté de Brighton, Iñaki Williams de l'Atlético Bilbao. Ils se sont dit, si on renforce l'équipe avec ces 3-là, ça va aller loin. Mais les complémentarités entre Amarté et Salissou leur a été préjudiciable. Avant, ils jouaient avec Alexandre Djikou de Strasbourg, le métis, et puis Amarté. Là, ils se sont dit, si on prend Salissou, ça va aller. Mais ça a été fatal. Et n'oublions pas de rappeler que dans l'équipe du Ghana, le premier match leur a été fatal contre le Portugal. Souffrez qu'on dise quand même que l'arbitrage aussi n'a pas été en leur faveur. Car le penalty accordé au Portugal, vraiment, pour moi, c'est un cadeau. Il y a eu des remplacements aussi. Et les remplacements. Maintenant, comme je dis, Otto Addo a commencé à Dortmund. Il a été dans le staff de Dortmund. Ils l'ont rappelé. Mais je veux dire, il y a des éléments clés du Ghana, comme Partey,
qui sont arrivés carbonisés. Parce que le milieu de terrain ghanéen était un passoire. Habituellement, Partey a beaucoup donné avec Arsenal. La preuve, ils sont premiers de la Première Ligue à 15 journées. Mais quand vous le voyez arriver dans le championnat et dans cette Coupe du Monde, Partey était un passoire. Or, c'était normalement le leader technique de cette équipe qui devait donner le tempo. Mais quand vous voyez les prestations du Ghana, ce milieu de terrain sur qui tout le monde posait des blés était plus ou moins carbonisé. Donc le Ghana avait été un passoire en milieu. Et puis les associations des deux défenseurs centraux leur apportaient problème. Sans oublier les frères Ayou qui n'étaient pas franchement dans la forme optimale. Alors, messieurs, on va maintenant poser une question simple. Kader Guilavogui, quel est le problème des pays africains au mondial? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? On va réserver la dernière partie pour parler de la seule équipe qui nous représente. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons des problèmes? Parce qu'ils entament tous de la même façon la compétition, de façon timide, timorée, respectueux. Je l'ai dit, à la limite même, on vient pour regarder l'adversaire. Parce qu'on prend. Je veux dire, ils ne vont pas avec cette ambition-là de pouvoir faire une bonne campagne. Et ça commence dès les premiers matchs. Tant qu'on n'aura pas, je veux dire, exorcisé ce mal-là, on aura toujours des difficultés. Parce qu'on est toujours en train de courir après une qualification sur le troisième match. Parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie. Et là, on va laisser beaucoup d'énergie. Parce que quand vous sortez de là, ce sont les matchs coupérés. Mais il faut. Regardez les grandes équipes, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent par bien gérer les premiers matchs, de sorte à mettre l'équipe B sur le troisième match pour reposer les cadres. Et on n'a pas encore compris cette dimension. On n'a encore pas pris en compte cette dimension-là. Nous, on est chaque fois dans le dur. De la première jusqu'au dernier match. Mais c'est ça, justement, c'est une gestion intelligente de la compétition que font les grandes équipes. Et les Africains vont toujours avec cet état d'esprit-là. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Deuxièmement, mais c'est la préparation. C'est la préparation. On attend à chaque fois d'être dans la veille de la Coupe du Monde pour croiser des équipes du top 10 mondial. Mais c'est, je veux dire, pour gagner, pour avoir ce niveau international-là, vous devez multiplier ce genre de rencontres. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, les joueurs africains évoluent dans les plus grands. Là, il n'y a pas de débat. Mais après, en sélection, il faut que vous ayez ce niveau international-là. Il faut que vous ayez ce vécu international-là ensemble. Et c'est ce qui fait là. Et le deuxième, c'est la confiance qu'on emmagasine quand on va dans une compétition. Et depuis, Emile le disait, depuis 1934, on a l'impression d'avoir, en dehors de 90, où le Cameroun avait un état d'esprit formidable. Mais depuis, et peut-être 2010 avec le Ghana, mais depuis, toutes les équipes africaines qui se présentent, et bien, vont avec, je vais dire, cette façon de chien abattu, comme si on partait avec la mine défaite. Non, on doit être beaucoup plus ambitieux. Non pas dans le verbe, parce qu'il ne suffit pas de dire on va gagner la Coupe du Monde. Il faut mettre les moyens sur le terrain. Il faut être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Magoula Diop, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas est simple, Sébastien. D'abord, je tenais à dire que moi, je ne suis pas surpris. Moi, j'ai un sentiment mitigé. Je suis même pratiquement presque satisfait de la participation des équipes africaines. Je trouve qu'elles ont fait même mieux que je m'y attendais. Le Sénégal s'est arrêté là où moi je pensais. Donc, ça ne m'a pas surpris. Le Maroc m'a surpris en allant en quart de finale. On parlera du Maroc. La Tunisie, ça ne m'a pas surpris. Ça fait maintenant 6 participations, c'est leur terminus. Et ils ne tirent pas les leçons. Les participations se suivent et se ressemblent. Le Ghana, le Cameroun, ils étaient dans des poules vraiment difficiles. Il leur fallait un exploit. Le Cameroun a réalisé cet exploit-là, mais au mauvais moment. C'est-à-dire un exploit qui ne vaut rien du tout. Voilà, qui ne vaut rien du tout. C'est comme au poker, tu fais un tapis sur une petite somme, ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire que ces équipes-là, pour moi, n'ont pas été mauvaises. Elles n'ont pas été mauvaises, au contraire, elles ont fait un peu plus. Concernant le Ghana, moi je pense que le Ghana n'était pas prêt pour cette Coupe du Monde. C'est clair, c'est net, c'est une équipe en construction. Otto Addo l'a prise, il est venu une mission commando, il a réussi à renverser le Nigeria, il a fait pratiquement un braquage pour se rendre au Qatar. Donc, ils sont en train de monter une nouvelle équipe. Et cette équipe-là, il faut s'en méfier. Elle va faire très mal. Elle va faire très, très mal. Tariq Lamptey, il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été, même le jeune Inaki, il n'a pas été mauvais. Mais ils ont un problème d'adaptation. Cette équipe, oui, mais lui, il y a longtemps, il est dans l'équipe. Et en plus, il a évolué avec les jeunes. Donc, lui, c'est un ancien. Mais je parle de ceux qui viennent d'arriver. Donc, cette équipe du Ghana, il faut se méfier de cette équipe. Elle a vraiment, ce mondial-là, pour moi, lui a servi de tremplin pour s'affirmer plus tard. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. J'ai listé ces raisons-là. La première raison, pour moi, c'est un manque d'équilibre. Quand vous regardez l'équipe de Tunisie, elle ne marque pas.
elle n'encaisse pas. Elle joue pourquoi alors? C'est ça le problème. La Tunisie et le Maroc sont la meilleure défense de cette Coupe du Monde au moment où nous parlons. Elles ont encaissé un seul but. La Tunisie a encaissé un seul but, mais elle a marqué un seul but face à la France. Elle est éliminée. Là aussi, un résultat inutile. Il faut gagner les matchs qu'il faut. Donc, on est déséquilibré. Le Sénégal et le Ghana ont pratiquement le même bilan. 5 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc, c'est la meilleure attaque. Mais en même temps, ils ont les mauvaises défenses. Ça veut dire qu'il y a un manque d'équilibre. Et cet équilibre-là, l'équipe qu'il a est arrivée loin. C'est le Maroc. Donc, il y a ce manque d'équilibre-là. Ensuite, il y a l'absence d'une véritable identité de jeu. Il n'y a pas d'identité de jeu. Excepté le Maghreb, où on voit la Tunisie, depuis que moi je la vois jouer, elle a la même manière de jouer. Le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, ils ont la même manière de jouer. Mais nous, les Africains, on a laissé cette âme-là pour épouser aujourd'hui les fondamentaux européens. C'est ce qui nous tue. Donc, à ces fondamentaux européens-là, si on veut avancer, il faut que nous puissions l'ajouter à notre âme comment on appelle, africaine, à laquelle il faut ajouter les qualités athlétiques asiatiques. Donc, c'est tout ça, il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir avancer. Maintenant, troisième, la politique du sport. Qualité des infrastructures, professionnalisme, développement de tous les segments gravitant autour des athlètes, la formation, ça nous fait défaut. Et là aussi, le Maroc dame le pion à tout le monde. Le Maroc a tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Maroc est devant. Dernière raison que j'ai listée, la stabilité, le travail sur la durée. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Et c'est ce qui nous tue souvent. On parle de 9 places à la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, rien ne changera parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tchétché Aimé. Oui, alors, sur le problème de l'Afrique, il y a du boulot, il y a du travail à faire. Parce que les Africains, pour la plupart, n'ont pas d'identité de jeu. Ils n'ont pas d'identité de jeu. Pourquoi? Parce que la plupart de nos joueurs évoluent en Europe. Parce qu'ici, il n'y a pas de championnat de jeunes. Il n'y a pas de championnat de jeunes. À l'époque, notre championnat de jeunes, c'était le championnat Ouassu. Les jeudis, vendredis, jeudi et mercredi, tous les établissements avec les jeunes qui sont dans leur école s'affrontaient. Ça faisait une sorte de championnat de jeunes. On a vu le résultat à la fin, vers 92. Donc, il faut une bonne politique de formation. Il faut une bonne politique de formation. Aujourd'hui, là, quel footballeur africain a brillé en Afrique ici pendant longtemps, pendant 2, 3, 4 saisons avant de partir en Europe? Il n'y en a pas. On ne peut pas en citer. Pour en citer, il faut remonter au temps de Laurent Pokou, qui a brillé ici pendant longtemps avant d'aller en Europe. Il faut parler de Abedi Pelé, qui a joué avec les requins du Bénin. Oui, mais... Voyez-vous, dès qu'on forme un joueur, dès qu'un joueur sort, il s'en va. D'accord. Regardez en Amérique du Sud. Regardez Neymar. Tout le monde connaissait déjà Neymar au Brésil, en Amérique du Sud, avant de venir ici. Di Maria, on le connaissait déjà avant qu'il ne vienne en Europe. Kun Agüero, on le connaissait là-bas avant qu'il ne vienne ici. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, il faut qu'on prépare de façon rationnelle nos joueurs. J'ai l'impression que quand ils arrivent en sélection, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font un peu ce qu'ils veulent, alors qu'ils sont très sérieux quand ils sont dans leur club. Comment pouvez-vous comprendre que des gens vont pour un match de Coupe du Monde et ils entraînent des femmes dans les hôtels, etc. Des visites qui ne sont pas autorisées. Je ne suis pas surpris, hein, parce que... Comment on peut être concentré? Parce que, Tchétché, mais il y a des pays africains. Vous pouvez repasser les matchs pour les chaînes qui ont pu diffuser ces matchs. Il y a des joueurs qui sont arrêtés là. L'hymne national de leur propre pays, ouais. Ils ne savent pas chanter. Voilà. Ils sont arrêtés, ce sont des assistants. C'est dommage. Ça veut dire qu'il est sur le terrain, sa pensée c'est
ce sont ses primes, mais il ne sait pas pourquoi il est là. C'est ça. Sébastien, moi je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est le retard de l'Afrique. Globalement, c'est le retard. Nos fédérations naviguent à vue. Nos fédérations vivent au jour le jour. Les Européens planifient jusqu'à longtemps. Les matchs amicaux sont programmés. Nous, on navigue à vue, au jour le jour. Il faut être honnête pour le dire. Et puis, il y a un manque de moyens qui ne passe. Quand tu vois une fédération allemande ou bien une fédération anglaise, quand tu vois la fédération du Sénégal, ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils ont beaucoup de moyens en Angleterre. Ils ont beaucoup de moyens en Bundesliga. Ils ont beaucoup de moyens en France. Nos fédérations naviguent à vue. Quand vous voyez les budgets et quand vous voyez aussi nos présidents de fédération, comment ils se comportent, ça part de là. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que des joueurs sont professionnels en Europe, mais quand on les retrouve en Afrique, avec leur entraîneur en Europe, ils sont respectueux. Mais quand ils viennent en sélection avec Aliou Cissé ou Otado, ils n'ont pas le même réflexe. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que depuis le départ entre nous, il n'y a pas de discipline. Sans oublier qu'au niveau infrastructure, au niveau moyen, on est en retard. Troisièmement, on manque d'ambition. Quatrièmement, on n'a pas la culture tactique quand on est face au haut niveau. Les Européens, ils récitent les gammes. Ils sont disciplinés. Nous, on n'est pas disciplinés tactiquement. Donc le fossé, ce n'est pas parce que vous jouez en Liverpool que quand vous allez venir au niveau de la Lyon, de la Taranga, ils n'ont pas le même réflexe. Comment sont gérées nos équipes nationales avant d'aller à la Coupe du Monde? C'est pourquoi je dis qu'il y a la culture Coupe du Monde. Quand vous voyez les trophées, 5 pour le Brésil, 4 pour l'Allemagne, 2 pour la France, mais ils préparent cela minutieusement, même si il faut noter que certaines équipes ont vu leurs joueurs arriver carbonisés. Parce qu'on joue une Coupe du Monde cette année à une date inhabituelle. Tous les championnats ont été obligés de faire des matchs chaque 3 jours pour permettre de finir et de pouvoir venir. Donc il y a eu une date inhabituelle qui ont carbonisé beaucoup de joueurs. L'Allemagne, avec ses joueurs du Bayern de Munich. Vous voyez De Bruyne, qui n'est pas le même De Bruyne étincelant à Manchester City avec la Belgique. Et donc, chez nous, c'est l'improvisation. C'est le folklore, c'est le manque d'organisation. Et tout ça, ça se ressent sur le terrain. D'accord. Après, je veux dire, les succès aussi se construisent. Hein. Pourquoi les Européens seront devant? Parce que quand vous prenez les catégories, regardez les 3 derniers vainqueurs de la Coupe du Monde. 2010, l'Espagne. C'est toute une génération du Barça qui faisait cette équipe de l'Espagne. Prenez 2014, l'Allemagne s'est remise en cause. Ils ont réinventé leur football, leur façon de travailler, de former. C'est une génération qui a monté les Goddieux, qui sont venus, qui ont gagné. 2018, c'est la France avec Pogba, qui avait déjà gagné, avec Areola. C'est une génération qui n'a pas été, je veux dire, qui n'est pas sortie de nulle part, mais qui est préparée. Et c'est ce que nous, on ne sait pas faire en Afrique. Voilà. On ne sait pas préparer. Je disais ici sur ce plateau-là, il faut qu'on apprenne à nos jeunes la culture de la sélection. Il ne faut pas que les gens découvrent la sélection. Quand vous découvrez la sélection, forcément, il y a ce complexe. Il y a ce complexe. Mais quand vous avez commencé à porter le mode de la sélection, comme l'ont fait les Gallegos, en cadet, en junior et en senior, mais vous n'avez plus peur de l'Argentine. Parce que vous l'avez croisé en cadet, vous l'avez croisé en junior. Quand vous le croisez en senior, vous avez l'habitude de jouer dans les stades pleins. Donc vous n'êtes pas complexé. Bien au contraire, vous prenez plaisir. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à certains moments avec les francs caissiers. Malheureusement, Magoula a touché du doigt l'instabilité au niveau des encadrements techniques. C'est ça aujourd'hui qu'on paye aujourd'hui en Afrique. L'instabilité. L'instabilité chronique. Parce qu'un entraîneur, il vit avec... Parce que la génération du Sénégal aujourd'hui qui gagne, parce que depuis 2012, ils ont fait les JO, ils sont montés. Donc, quelque part, il y a eu ce suivi-là. Mais ce suivi-là, il faut qu'il soit constant. Il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on nomme un sélectionneur parce qu'on a envie d'essayer quelque chose. On dit non, on va essayer un local pour voir ce qu'il va donner. Mais non, il faut l'accompagner. Il faut que ce soit une politique. Il faut que ce soit un objectif. Comme on l'a fait pour Aliou Cissé. Après, tactiquement, il est clair qu'on doit progresser et aussi. Oui, il y a des insuffisances. Parce qu'il y a des joueurs et nos joueurs aussi. Parce que quand je parle de faillite individuelle, il y a des joueurs qu'on attendait à un certain niveau. Comme je l'ai dit, une grande équipe qui doit avancer, elle doit compter sur un bon gardien de but. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est pour ça que je reviens sur Edouard Mendy, je reviens sur le gardien camerounais qui est parti finalement au Passy, qui a pris la place de Onana. Pour moi, c'est des problèmes qu'on doit pouvoir gérer. Et le Ghana, c'est vrai que c'est une jeune équipe, mais le gardien n'est pas top. Parce que quand vous regardez les matchs contre le but, c'est vrai que le but... le Ghana n'a jamais été bon gardien. Voilà. Ah, si, il y a eu quand même les... dans les années 80. Mais justement, il faut renouer avec ça. Parce qu'une grande compétition se gagne avec un grand gardien aussi. C'est vrai qu'il faut un attaquant, il faut un tueur devant, mais aussi avec un grand gardien. Alors, monsieur, justement, avec un grand gardien, alors, on va parler donc de l'équipe du Maroc, qui, pour le moment, c'est vrai qu'on aura les quarts de finale à jouer, mais pour ce que nous avons vu face à l'Espagne, monsieur Magoula Diop, aujourd'hui,
Comment vous voyez cette équipe marocaine sur le plan organisationnel? Non, vous savez, pour moi, il y a deux puissances du football en matière d'organisation en Afrique. Il y a le Maroc et l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud n'est pas intéressée par le continent. C'est ce que je trouve dommage. Contrairement au Maroc, qui, lui, quand même est intéressé par les réalités du continent. Et le Maroc est intéressé par les réalités du continent, mais aussi recherche un rayonnement au plan international. Et donc, le Maroc a observé qu'est-ce qui fait que les autres réussissent. Et ils ont compris tout ce que j'ai listé. Ils ont compris la stabilité, le travail sur la durée. Ils ont compris cela en mettant en place des championnats de jeunes, des équipes de jeunes qui évoluent ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la politique comment on appelle, des binationaux tous azimuts. Non, ils font aujourd'hui le travail, c'est une continuité. Quand vous regardez cette équipe marocaine, elle n'est pas différente de celle qui a manqué d'aller en huitième de finale avec Hervé Renard et ensuite qui a été reprise par Vaïd. Le travail est le même. Donc Waïd, comment on appelle, Redragui, quand il est arrivé, il a trouvé déjà des fondamentaux. Il a vu comment l'équipe travaillait, il a apporté sa touche. Mais lui, il maîtrise les réalités locales. Donc il a pu insuffler cette âme locale, cette âme marocaine, cette âme africaine à cette équipe-là qui était nourrie à la sève du football européen. Donc, eux, déjà, ils ont les fondamentaux du football européen, le professionnalisme, la rigueur tactique. Ils ont ajouté dessus leur âme d'Africain. Et en plus, le Maroc, je vous ai dit, il y a une identité de jeu dans le jeu de l'équipe du Maroc. C'est une équipe qui ferme quand il faut fermer et qui sait ouvrir quand il faut ouvrir. Elle ne joue pas au hasard. Elle est organisée, cette équipe marocaine, et il y a un équilibre dans le jeu de l'équipe marocaine. Et il y a une vraie politique sportive au niveau du Maroc. Seyd Dakouri en parle souvent ici. Je ne vais pas revenir dessus. Les infrastructures sont là, les compétitions sont là. Aujourd'hui, le Maroc domine pratiquement tout en Afrique. Le football féminin, le Maroc s'affirme. Chez les jeunes, le Maroc s'affirme. À la CAN, le Maroc pêche par complexe de supériorité parce qu'il a encore ce problème-là de respecter les autres nations. C'est un peu ça. Mais c'est vraiment aujourd'hui le modèle et je ne suis pas surpris que le Maroc soit à ce niveau-là. Moi, pour moi, le Maroc allait s'arrêter en huitième de finale. Mais après avoir battu cette équipe espagnole, je ne sais plus qu'est-ce qui peut arrêter le Maroc. Ce n'est pas le Portugal, à mon avis. Puisque le Portugal n'a plus Cristiano Ronaldo. Donc c'est terminé, c'est une équipe quelconque pour moi. D'accord. Tchétché Aimé. Oui, alors en plus de ce que mes confrères ont dit ici, je salue le réalisme de l'entraîneur hein, qui a construit une équipe qui veut gagner la Coupe du Monde. Là, ils ne sont pas partis pour apprendre ou pour regarder les autres jouer. Ils peuvent leur arriver de perdre. Parce que dans le football, il y a plusieurs résultats. Il y a 3 résultats, donc ils peuvent perdre. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'auront voulu. Parce qu'ils n'auront plus les moyens d'affronter, je veux dire, les adversaires. Voici une équipe du Maroc qui est très équilibrée. Derrière, vous avez un bastion défensif imprégnable. Vous avez 2 milieux axiaux qui savent gratter les ballons, mais à tout moment qui peuvent jouer 120 minutes, 140 minutes sans être essoufflés. Amrabat. Vous avez Amrabat, un leader. Vous avez deux pivots. Hakimi, là à droite, et puis l'autre à gauche. Ziyech, non. Non, Ziyech, lui c'est sur le côté avec Boufal. Masraoui. Donc, voilà une équipe complète. Mais c'est une génération de joueurs qui a grandi ensemble. Ils ont été formés dans ce qui est leur centre de formation, leur Clairefontaine, là-bas au Maroc. Ils ont des infrastructures pour former les gens, pour avoir les résultats. Des résultats, avec des jeunes. Et ça, moi, c'est une équipe redoutable, parce que quand je les ai vus jouer sur le premier match, je me suis dit, les Marocains peuvent faire beaucoup plus. Ils peuvent faire beaucoup plus. Parce que, quand on les regarde jouer, d'abord sur le premier match, ils ont joué avec un seul attaquant. La Croatie, contre la Croatie. Voilà, contre la Croatie, ils ont joué avec un seul attaquant. Je ne comprenais pas trop. Et pourtant, ils pouvaient battre les Croates. Mais ils ont joué avec le frein à main. Ça peut arriver.
Mais après, quand il a lâché ses joueurs, on voit le retour aujourd'hui. Rapidement, allez-y, nos équipes, regardez nos enfants, certains de nos enfants. Le Nigeria a remporté la Coupe du Monde de leur catégorie, des juniors. Le Ghana également. Pourquoi on ne peut pas regarder les autres équipes, les autres nations dans les yeux et on se contente de gagner un seul match et de revenir s'asseoir? D'accord. Saïd Akouri. Moi, j'emboîte le poids à ma gloire. L'organisation mise en place par le Maroc depuis plus de 10 ans montre une fois de plus que le royaume chérifien est organisé. Fawzi Lekpa a pris, il est directeur général du budget au Maroc et l'ami du roi. Le Maroc, avec Walid Regragui, a gagné. Walid a gagné la Ligue des champions et le Wydad Athlétique de Casablanca. Il a été intelligent, il a été interviewé il n'y a même pas 1 heure de temps. Il a dit qu'il a pris l'équipe à peine il y a 3 mois et que c'était Vaïd qui avait l'équipe. Mais il a eu l'intelligence de voir, par rapport au match de l'Espagne, il dit qu'il a vu 20 matchs de l'Espagne avant la confrontation. Il s'est dit qu'au niveau de la possession, on ne peut pas défier l'Espagne sur ce jeu. C'est pas possible. On ne peut jamais. Il dit l'Angleterre, tous les matchs qu'il a vus, tout le monde, l'Espagne avait la possession autour de 76%. Et que lui n'est pas magicien, il ne va pas changer les choses. Mais il s'est dit, j'ai une défense qui a été mise en place par Vaïd qui joue ensemble, Romain Saïs et Naïf Agued. Sur le côté, il me fallait Mazraoui, à gauche du Bayern, et comment il s'appelle, Hakimi. Devant, Sofiane Amala et Ounaï. Devant, c'est le même attaquant qui joue, Youssef El Nesri à Séville depuis longtemps, avec le gardien de Séville aussi. Donc il a compris qu'il ne fallait pas bouleverser les choses. Tactiquement, en 3 mois, je ne peux pas changer, mais la rigueur défensive était importante pour moi pour pouvoir continuer. Il a bien entamé le mondial. Parce que c'est contre le vice-champion du monde qui joue, les Luka Modric. Et quand il a eu 0-0, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais été entraîneur, il n'a jamais goûté aux délices d'une Coupe du Monde. Il a dit, j'entame ma Coupe du Monde en étant rigoureux défensivement. Et il a réussi à faire 0-0 contre la Croatie. Entre la Croatie et le Maroc au départ du match, la Croatie est quand même favori. Il a réussi ce 0-0. Et par la suite, avec une équipe de Belgique, il a commencé à d'abord être prudent. Quand il a vu que certains joueurs comme Hazard et d'autres De Bruyne étaient carbonisés, il a monté son équipe, il les a montés tactiquement et les Sofiane Amrabat ont pris les ballons et ont battu la Belgique. La confiance est venue à partir du match contre la Belgique. Et donc par la suite, ils ont gagné du terrain. Mais le Maroc a le fruit de son organisation. On avait quelques appréhensions. Premier de leur poule. On a eu quelques appréhensions parce qu'à 3 mois d'une Coupe du Monde, vous changez d'entraîneur. Ça, c'est un gros risque quand même pris par la fédération marocaine. Mais ils ont pris un monsieur du Sérail qui a compris que la force de cette équipe, c'était la défense. Il a donc tactiquement mis ces gens dans ce truc. Et pour l'Espagne, on sait que tout le monde, il ne varie pas de manière. D'accord, merci beaucoup. Et donc beaucoup. Il a gagné merci beaucoup avec un bon gardien. Kader Guilavogui. Il y a une longue traversée du désert du Maroc. Oui. Que ce soit à la CAN et à la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Ils ont traversé des moments difficiles. Moi, je me souviens que la dernière fois où le Maroc a vraiment disputé une CAN, c'était disputé, de façon performante, en 2004. En Tunisie, vous avez fait finale contre la Tunisie, ils avaient perdu malheureusement. Mais depuis, c'était une succession d'éliminations en phase de poule, Donc forcément, à un moment donné, ils se sont mis autour d'une table, ils ont réfléchi. Quelle orientation peut-on donner à notre football? Magloire parlait d'orientation, des approches tactiques, mais tout ça, ça a été révisité pour sortir ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, et quand Akouri parle du match référence contre la Belgique, mais Naïf Agued, dans une interview, disait que le match référence, c'est contre la Croatie. Oui, c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait faire mieux. Voilà. Donc, contre la Belgique, on allait attaquer. Quand vous reprenez le match contre la Belgique, ils ont regardé les Belges droit dans les yeux. Ils ont attaqué, ils ont continué à jouer constamment. Mais il y a aussi le fait que cette équipe-là, elle est dans sa progression logique depuis 2018, et Magloire en parlait. Parce que quand vous prenez cette équipe-là, ils font 2-2 contre l'Espagne, je crois. En 2018, c'est le même défenseur. Peut-être contre l'Iran. Non, il y avait Benatia. C'est la défaite contre l'Iran qui les a Benatia et Dacosta, qui formaient la paix centrale. Je veux dire, Saïs et Ayed, ils rentrent, depuis 2-3 ans, ils sont là, mais ils sont solides. Mais il n'y a pas que. Il y a Amrabat. C'est ça. On parle de ce squelette-là. Et puis, il faut saluer l'effort défensif que font Ziyech et Boufal. Ce sont des joueurs offensifs qui attaquent, qui percutent, mais qui acceptent de revenir. Et ça doit être une leçon à donner à nos joueurs ici en Côte d'Ivoire. Ce repli défensif-là, que ce soit Zaha ou Pépé, il faut qu'ils apprennent à défendre à la perte. Parce que c'est un choix également. Quand vous avez une équipe en face qui a la possession, vous choisissez de subir. Mais quand vous devez subir, à la récupération du ballon, vous devez avoir un schéma. Vous devez avoir un schéma. Et les Marocains ont ce schéma-là. Ce match contre l'Espagne,
le Maroc aurait pu le tuer hein, pendant les 90 minutes parce qu'ils ont eu des situations. Mais malheureusement, offensivement, ils n'ont pas été efficaces. Là, ils ont pu compter sur un très bon gardien, mais je pense que le Maroc aussi a joué là-dessus, hein, parce qu'ils savaient que derrière, ils avaient un très bon gardien. Et les Espagnols craignaient justement cette séance de tir au but. C'est pour ça qu'ils ont forcé jusqu'à la 120e minute pour essayer de marquer ce but-là. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à accrocher les 4 parce qu'ils sont tombés sur une belle organisation défensive. Mais ce n'est pas seulement que les défenseurs, c'est toute l'équipe qui, pour moi, joue solidaire, joue physique et est solide sur ses bases. Voilà, donc, vous savez, la Coupe d'Afrique arrive bientôt hein, en Côte d'Ivoire. Ça va se jouer ici. Je suppose hein, que peut-être qu'on n'aura pas des pays comme le Maroc. Peut-être le Ghana, peut-être. Ils seront tous là. Faut pas rêver. Mais si le top 10 doit être ici, Ils seront tous là. Ça va être difficile pour la beauté parce de la que compétition. Pour un pays qui organise la Coupe d'Afrique et puis jusque-là, on n'a pas une équipe type, ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, je ne compte pas trop sur le miracle. Hein. L'idée, au niveau du football, ça, c'est d'avoir une équipe type, une autre chose est de pouvoir la faire jouer. Justement. Voilà. Alors, messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro de 3e mi-temps. Mais je rappelle encore une fois, le CHAN se joue à partir du 14 janvier. Est-ce que là encore, on a trouvé une équipe? C'est là, ce sont les joueurs de notre championnat. Hein. Ce n'est pas date FIFA. Est-ce qu'on en a trouvé? Est-ce qu'on a préparé cette équipe pour aller à cette compétition? On va en parler mercredi prochain. C'est ici donc qu'on va vous dire au revoir. Bonne suite de programme sur RTI2. Et bien entendu, merci à vous, Ben Boka, Séraphin, et à tous les techniciens. Au revoir.